Mon approche des choses, en règle générale, est périphérique. C'est vrai, en effet, c'est vrai que je ne suis pas... D'abord, ça ne m'attire pas spécialement, mais je ne pense pas être très compétent pour le faire. Mais même à l'époque où j'étais véritablement journaliste, j'étais moins enclin à aller interviewer des chefs, de hauts responsables, etc., que des gens pris un peu au hasard dans la rue. Enfin, dont d'ailleurs le point de vue m'intéressait plus, outre qu'il est plus spontané, pas nécessairement plus sincère, parce que notamment dans les situations de conflit, c'est vrai que c'est absolument effarant à quel point les gens mentent, de bonne foi ou non, mais c'est vrai que tout le monde ment, tout le monde ment, les gens mentent comme des fous. Bon. Mais enfin, donc peut-être mensonger, mais spontané. Bon. Alors que quand vous interviewez des gens d'un niveau de responsabilité plus élevé, ce qu'ils vous disent est tout sauf spontané. Bon, et puis j'ai même les événements, je suis plus intéressé par la périphérie des événements que par leur centre. Bon, parce que je sais pas, c'est dans ma nature. C'est comme ça que j'ai toujours... c'est comme ça que j'ai le plus souvent travaillé. Et c'est là que c'est là que je m'y retrouve. C'est là que je me sens plus ou moins dans mon élément. Peut-être pas au cœur, en effet, des problèmes, mais à la périphérie de ces problèmes. Et, je sais pas. Comme si l'histoire, pour vous, gisait dans les détails. Oui, mais d'une part, c'est vrai, je crois fermement que l'histoire, comme Dieu ou le diable, gît dans les détails. Enfin, je pense qu'en tout cas, elle n'est compréhensible pour la plupart des gens qu'à travers les détails. Enfin, l'histoire, en tout cas, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, pour essayer de le comprendre, pour le comprendre au moins partiellement, il est souhaitable ou il est nécessaire à un moment donné de passer par des détails, de passer à la fois par des gens insignifiants sont mêlés à des grands événements, par le témoignage de gens insignifiants mêlés à de grands événements, et par l'observation de détails apparemment négligeables. Et alors, par ailleurs, le fait que oui, il m'arrive en effet de citer ce que je mange, par exemple. Enfin, du moins, je ne fais pas partie des gens qui envoient des photographies de leur menu sur leur page Facebook. Mais si je décris, alors là c'est autre chose, des choses absolument insignifiantes et apparemment hors sujet, je sais pas, c'est parce que ça m'amuse, parce que je présume, peut-être d'ailleurs présomptueusement, que ça amusera aussi le lecteur, parce que, je sais pas, ça détend l'atmosphère, enfin j'en sais rien. Et puis aussi parce que je trouve que le narrateur, là, c'est-à-dire moi, est moins présent dans ce livre que dans d'autres. Il est moins présent que dans Pélilieu, par exemple. Je trouve qu'il est très discret dans ce livre, même peut-être trop d'ailleurs. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il faut bien quand même qu'on sache un peu ce qu'il fait aussi. À partir du moment où il y a un jeu, il est intéressant de savoir ce qu'il fait, de savoir un peu ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand je veux dire, c'est jamais totalement gratuit, quoi, parce que, tout si je cite, il y a un repas que je décris, dont je me souviens avec une certaine précision, c'est parce que c'est important, puisque c'est un gueuleton dans une espèce de guinguette en Syrie, où nous ont mené deux soldats qui nous escortent, ils nous escortent d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour nous protéger ou pour nous surveiller, bon. Donc, a priori, ils font chier, bon, et puis, inévitablement, ces deux jeunes types, etc., au bout d'un moment, ils me deviennent sympathiques, enfin, d'ailleurs, et réciproquement, je pense. Et donc, ils s'invitent à mes frais, enfin, ils décident qu'on va tous manger dans un bon restaurant. Donc, c'est une occasion pour eux de gueuletonner, comme ils le font sans doute assez rarement. Et donc, ils m'emmènent dans ce truc qui est certainement le meilleur restaurant qu'ils connaissent, et qui est effectivement, enfin, c'est un truc qui ne paye pas de mine, c'est une espèce de bicoque en haut d'une falaise dominant un lac de retenue. Et là, on mange, contre toute attente, extraordinairement bien. Et là, on a bouffé, je sais pas, pendant des heures, tout ça arrosé d'arak. Et voilà, donc c'était bon, c'était quelque chose, enfin, c'était... voilà, si, d'abord de ma propre initiative, jamais je n'aurais fait en voyage un gueuleton pareil et s'étendant sur des heures.
Et donc en fait, les deux héros, si je puis dire, de cette aventure, c'est les deux soldats. Bon. Et si je décris ce gueuleton, c'est parce que c'est ce gueuleton qu'ont commandé, choisi les deux soldats. Et en plus, enfin moi non plus d'ailleurs, mais eux encore moins, je ne pense pas qu'ils bouffent comme ça tous les jours. Et donc je trouvais amusant de citer, sans compter que c'est beau, la façon dont on prépare la carpe dans ces pays. Enfin, c'est plutôt une spécialité irakienne, d'ailleurs ça s'appelle un masgouf, je crois, en Irak. Mais enfin c'est une carpe qu'on ouvre en deux, comme ça, et qu'on fait cuire sur un grill. C'est à peu près la seule manière de rendre une carpe comestible, bon, et frotter avec du piment, etc. Bon, c'est joli aussi. Bon, et puis oui, enfin, c'est aussi important de noter ça que les sons, les odeurs, les couleurs. Hein. La Syrie, c'est ça aussi. Deux couillons de soldats là, qui vont se taper une bonne carpe grillée. Dans une guinguette au bord d'un lac, je veux dire, c'est un aspect tout à fait infime de ce conflit et de la situation de ce pays, mais c'est quand même un élément aussi de tout cela. Bah, surtout, ce que j'aime bien réunir, c'est des choses qui ne sont pas du tout du même ordre, et surtout dont l'importance semble tout à fait incomparable. En effet, des événements historiques majeurs et des circonstances insignifiantes, oui, sans doute. J'en ai pas là, j'en vois pas d'exemple. Enfin, je pense que c'est en effet une manière de procéder que j'utilise assez souvent, oui. Mais c'est toujours pareil. Il s'agit aussi de rendre compte, enfin, de donner une idée de quelque chose d'important à travers des tout petits détails. Bon, je sais pas, en effet, le bruit de l'eau qui bout dans la théière de l'administrateur du château de Marcab, la confusion de ses réponses quand on lui demande c'est date de la visite, quand on lui demande si le château a été occupé par des rebelles ou pas. Enfin, voilà. Bon, je pense qu'en décrivant cela, y compris le bruit de la vapeur, la théière qui bout, bien sûr qu'on ne permet pas aux gens de comprendre mieux qu'ils croient d'avoir déjà compris le conflit syrien, mais bon, on donne, je sais pas, des indications de comment c'est dans tel ou tel endroit, comment les gens se comportent. C'est difficile, hein, parce que sur soi, moi je veux dire, en fait, justement, on ne sait pas quoi. Il y a aussi une chose différente, enfin, dans ma démarche, dans les livres, quoi, c'est que je n'ai pas du tout la même volonté de savoir que quand j'étais journaliste. Quand on est journaliste, on doit quand même élucider des choses, c'est forcé de les élucider. Moi, non. Enfin, ce qui est obscur, le reste. Parce que c'est vrai que dans une démarche de ce type, je n'ai pas de volonté d'élucidation. Je remarque, et d'autant plus que je m'efforce. Enfin là, même là, je crains extrêmement d'avoir malgré tout compromis des gens, donc j'ai vraiment tout fait pour ne pas en compromettre. Mais comme ce que j'écris finalement, tout en étant, me semble-t-il, assez modéré, ne peut malgré tout que déplaire au régime syrien, parce que de toute façon tout ce qui n'est pas un soutien inconditionnel leur déplaît, je me dis voilà, est-ce que je ne risque pas de compromettre les gens que j'ai rencontrés là-bas, etc. Et je me suis efforcé, à vrai dire, agissant en cela à l'inverse de ce que font généralement les journalistes, je me suis efforcé souvent de rencontrer le moins possible de gens pour ne pas risquer de les compromettre. Enfin, par exemple, je décris le village qui s'appelle Karat al-Nos, d'ailleurs qui est au pied du crack des Chevaliers, bon, enfin, qui s'appelle pareil, il porte le nom du château, il est absolument tributaire du château. Bon. Ce village a été très largement détruit par des bombardements d'artillerie ou d'aviation. Enfin, il a été repris par l'armée régulière en même temps que la forteresse elle-même, je pense. Et donc ce village abritait majoritairement d'abord des sunnites, sans doute, et ce sont des gens hostiles au régime. Alors eux vous diront, enfin les gens favorables au régime vous diront que le village avait été occupé par des rebelles. Bon, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, il a été détruit en grande partie.
Et donc quand on traverse ce village en voiture pour accéder à l'entrée du Krak, hein, on voit ces destructions. Et on voit aussi que globalement le village est abandonné, autant qu'on puisse en juger, mais qu'il y a quand même des gens qui reviennent. Il y a même déjà 2-3 commerces qui rouvrent dans des immeubles détruits, enfin, des choses comme on voit dans d'autres pays, et notamment dans d'autres pays du Moyen-Orient. On voit une forme de vie qui reprend. Et ça aurait été très intéressant pour moi de savoir si les gens qui venaient rouvrir ces boutiques étaient des gens qui les avaient possédées ou tenues auparavant. Étant entendu que très vraisemblablement non. À mon avis, la population originelle du village, elle a été chassée. Enfin, ceux qui ne sont pas morts ont été chassés, ont foutu le camp d'une manière ou d'une autre. Et donc, je pense que c'est ce sont de nouveaux venus qui, avec le soutien du régime, viennent repeupler ces ruines. Mais dans le doute, je n'ai absolument pas cherché à ce qu'on s'arrête dans le village, parce que voilà, je savais très bien que je savais sans l'ombre d'un doute que tout serait rapporté à la minute près, fidèlement. Voilà, à tel moment on s'est arrêté, il s'est arrêté à tel endroit, il a parlé à monsieur Machin qui était en train de défroisser son rideau de fer tordu par les bombardements. Voilà, et après, les moukabarats, la police va venir, mais ça, sans l'ombre d'un doute, va venir faire emmerder ce mec pour savoir qu'est-ce qu'il t'a dit, le journaliste, qu'est-ce qu'il t'a demandé, voilà, qu'est-ce que tu as répondu. Donc, voilà, on est obligé, mais ce qui d'ailleurs, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas d'être confronté à des choses dont je ne démêlerai jamais la vérité. Sans doute, enfin bon, si à la longue on saura dans quelles circonstances exactes ce village a été détruit, qui l'a occupé à l'époque de la rébellion, ce que sont devenus ses habitants, qui sont les gens qui se réinstallent, mais bon. Dans une démarche qui n'est pas une démarche journalistique, le fait que persiste un certain flou ne me paraît pas un handicap, peut-être au contraire, puisque de toute façon, voilà, la réalité est floue, hein, particulièrement dans une situation comme la Syrie. Mais, en général, dans un conflit, de toute façon, la réalité est floue. Vous savez, quand on veut la rendre bien orthogonale et bien visible, c'est qu'on est de parti pris et donc on se fout dedans. Voilà. Si on a choisi son camp, on peut, si on l'a choisi. Bien sûr qu'il y a toujours dans une guerre un camp qui est pire que l'autre. Bon, je ne vais pas dire du tout qu'il soit illégitime de soutenir un camp plutôt que l'autre dans un conflit. Il y a presque toujours un camp, presque toujours, peut-être pas toujours, mais presque toujours un camp qui est encore plus mauvais que l'autre. Mais c'est tout ce qu'on peut demander. C'est pas demander, c'est pas attendre qu'il y ait un camp qui soit du côté du bien, de la justice, de l'équité, du respect des droits de l'homme, etc. Ça n'existe pas. Et donc forcément, oui, tout le conflit lui-même et tout ce qui l'entoure, c'est dans une espèce de brume, de mensonges, d'approximation.